Cette photo est jugée parmi les plus effrayantes de l'histoire de la cosmonautique. À première vue, rien de particulier. Mais la photo a été prise par un appareil qui se trouvait plus loin de la Terre que n'importe quel être humain n'a jamais été. Et quelque part sur ce minuscule point se trouve tout ce que vous connaissez. Les villes, les gens qui ont un jour vécu. Ce n'est pas une illustration ni un dessin. C'est une véritable photo de notre planète prise depuis l'abîme de l'espace. Pourquoi cette photo a-t-elle amené les scientifiques à voir l'humanité autrement? Un signal est récemment arrivé sur Terre. Au départ, il semblait n'être que des données ordinaires. Mais le problème, c'est que l'expéditeur se trouvait dans un endroit où la température atteint presque 500 degrés Celsius. C'était la dernière voie de l'engin spatial avant sa destruction. Il transmettait des informations littéralement jusqu'aux toutes dernières secondes de son existence. Grâce à ces données, les scientifiques ont pu observer l'un des mondes les plus dangereux du système solaire. Qu'est-ce qui a été entendu là-bas? Vous avez sûrement, au moins une fois dans votre vie, admiré le ciel d'été parsemé de colliers étincelants d'étoiles. Elles nous rappellent à chaque instant à quel point le monde au-delà de notre planète est étonnant et infini. Un observateur attentif a remarqué à plusieurs reprises une étrange particularité. Sur les photos des corps célestes régulièrement publiées par la NASA, on ne voit curieusement pas d'étoiles et une obscurité totale règne tout autour. Quelle en est la raison ? Ce paradoxe visuel. En réalité, il n'y a aucun obstacle à l'observation de toutes les étoiles qui sont invisiblement présentes sur ces images. En réalité, il n'y a aucun obstacle à l'observation de toutes les étoiles qui sont invisiblement présentes sur ces images. Mais même les astronautes qui ont exploré la Lune affirmaient que le ciel au-dessus d'eux était complètement noir. Comment peut-on expliquer cela ? En fait, lorsque nous regardons un objet trop lumineux, nos yeux essaient de bloquer partiellement la lumière entrante en contractant l'iris. C'est une sorte de manifestation de l'instinct de survie. Bien sûr, les astronautes qui partent en expédition spatiale ne font pas exception non plus. Prenons encore une fois comme exemple la Lune stérile. Comme on le sait, notre satellite ne possède pas d'atmosphère. C'est pourquoi les rayons du Soleil se reflètent activement sur sa surface. Transformant ce paysage étranger en quelque chose de relativement familier, on a l'impression qu'il s'agit d'une journée ordinaire sur Terre. Et tout irait bien s'il n'y avait pas ce ciel étrange. Il est absolument vide. Mais est-ce vraiment le cas ? Bien sûr que non. C'est juste que les yeux des astronautes s'habituent à la lumière solaire éblouissante et refusent de voir la plupart des étoiles qui dominent le ciel lunaire. Bien qu'il soit parfois possible de distinguer certains objets d'une luminosité extrêmement élevée, cela n'est possible que si l'observateur dispose d'une protection supplémentaire pour les yeux, comme des visières spéciales protégeant de la lumière du soleil. Et si le jour lunaire était plus sombre ? Dans ce cas, il serait possible de voir les étoiles. Autrement dit, en atterrissant sur la face sombre de l'astre, le cosmonaute verrait tout de même un ciel parsemé de diamants. Pourquoi certaines photos prises depuis l'espace ne transmettent-elles pas la véritable beauté du ciel étoilé ? La raison en est le temps d'exposition de l'appareil photo. Elle n'est pas suffisante pour capturer les objets lumineux dans le ciel. Si l'on photographie le ciel du côté sombre de la planète et que l'on prolonge le temps d'exposition pour que plus de photons de lumière atteignent l'objectif de l'appareil photo, l'observateur finira par voir un spectacle fascinant. Le velours sombre du ciel, parsemé de gouttes brillantes d'étoiles. Mais où sont les exemples réels qui confirment cette théorie ? Ils existent. Un jour, la sonde Cassini réalisait des prises de vue à intervalles réguliers d'objets spatiaux. Pour cela, elle utilisait différents niveaux d'exposition. Ainsi, là où la durée d'exposition était plus longue, il était possible de distinguer les étoiles. Dans d'autres cas, le ciel était complètement noir. Faites attention aux photos de Saturne publiées par la NASA. Ces images ont été obtenues d'une manière assez intéressante. Peu de gens savent qu'elles sont composées de plusieurs images assemblées selon le principe d'une mosaïque. Ici, vous ne verrez pas non plus d'étoiles, car les images de l'espace sombre ne sont pas incluses dans le collage. Une telle technologie est acceptable pour les photographies et la capture d'objets cosmiques, car cela nous permet d'obtenir des images avec une résolution plus élevée. Les satellites envoient aussi ces informations plus vite vers la Terre. Considérons que le secret du ciel sans étoiles sur les photos d'objets cosmiques est révélé. Et maintenant, discutons d'un autre sujet intéressant.
Pourquoi l'immensité cosmique est-il perçue par l'œil humain comme noir et non par exemple bleu ? Beaucoup pourraient penser que tout cela est dû aux énormes, immenses espaces entre les objets cosmiques. En conséquence, c'est la principale raison de la prédominance de la couleur noire. Cependant, de nombreuses images prises par le télescope Hubble prouvent qu'il y a plein de sources de lumière dans l'espace. Dans ce cas, il s'agit du soi-disant paradoxe d'Olbers ou paradoxe photométrique. L'essence de ce phénomène est que, logiquement, avec un tel nombre de sources lumineuses, le ciel devrait être éblouissant de luminosité. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas ? Et pourquoi voyons-nous seulement un fond noir parsemé de rares étoiles ? L'astronome allemand Heinrich Wilhelm Olbers a tenté à plusieurs reprises d'expliquer cette étrangeté. Il affirmait que la faute en revenait aux nuages de poussière interstellaire qui remplissent l'univers. Selon lui, ce sont eux qui absorbent la lumière excédentaire. La théorie originale était jugée fiable jusqu'à l'arrivée de la thermodynamique. Il s'est avéré par la suite que si ce qu'Olbers avait avancé était vrai, alors la matière interstellaire elle-même commencerait à émettre de la lumière. Il existe en effet d'immenses vides entre les étoiles. En fait, les objets galactiques qui émettent de la lumière sont séparés les uns des autres par des distances titanesques, même lorsque la densité de leurs amas est élevée. À mesure que l'on s'éloigne de ces corps, leur lumière semblera de plus en plus faible. Ensuite, la loi de l'inverse du carré entre en jeu. Imaginez une source de lumière fonctionnant à pleine puissance, avec une personne se tenant à 1 mètre de celle-ci. Maintenant, éloignons-nous de la source d'1 mètre supplémentaire. Pensez-vous que la lumière a perdu la moitié de sa puissance ? Ce n'est pas la bonne réponse. Selon la loi mentionnée, la puissance du rayonnement est inversement proportionnelle au carré de la distance. Il s'avère donc qu'en se trouvant à 2 mètres de la source lumineuse, comme dans l'exemple décrit, on reçoit non pas la moitié de la puissance, mais seulement 1/4. La lumière, en substance, se disperse et son intensité diminue. Quelle conclusion tirer de tout ce qui précède ? Peu importe quelle partie du ciel vous regardez, il y a forcément de nombreuses étoiles qui scintillent, mais leur lumière n'atteint tout simplement pas jusqu'à nous. Si l'univers ne s'étendait pas et était un objet limité, alors l'espace cosmique deviendrait insupportablement lumineux, brillant avec la même intensité que les sources de lumière qu'il contient. Mais qu'en est-il des nébuleuses qui cachent des amas d'étoiles ? Elles réfléchissent également la lumière, donc leur puissance de rayonnement peut être comparable à celle des autres sources. Ceci constitue un argument de poids en faveur du fait que l'univers continue de s'étendre. Selon la constante de Hubble, la vitesse de son expansion est d'environ 70 km/s pour chaque mégaparsec. Compte tenu de l'âge de l'univers, qui est d'environ 13,8 milliards d'années, on peut en conclure qu'une sphère gigantesque s'est formée autour de notre planète. En raison du fait que la vitesse d'éloignement des galaxies les unes des autres dépasse celle de la lumière, au-delà de cette barrière hypothétique, nous ne pourrons rien voir, même avec des appareils modernes dotés d'un fort grossissement. Dans ce cas, il semblera à l'observateur qu'il n'y a rien d'autre que le vide dans les régions lointaines de l'espace. Il convient de mentionner une autre caractéristique distinctive des galaxies. Plus la distance qui les sépare de l'observateur est grande, plus elles prennent une teinte rouge prononcée. Ce phénomène est appelé décalage vers le rouge. Ainsi, lorsque l'univers s'étend et que les ondes lumineuses sont de plus en plus étirées, le décalage vers le rouge peut atteindre des proportions incroyables. En conséquence, seules les ondes infrarouges, invisibles à l'œil nu, nous parviennent. C'est une autre raison pour laquelle nous voyons le ciel aussi sombre. L'homme est une créature purement terrestre. Nos organes, par exemple les yeux, sont adaptés aux conditions offertes par notre planète. Cela concerne aussi la perception de la lumière du jour. C'est pourquoi, la nuit, tout devient monochrome pour les habitants de la Terre. Nous sommes capables de voir les contours des objets et même de nous orienter dans l'espace, mais nous ne pouvons pas distinguer les couleurs. Cependant, sur les photos prises avec un appareil à longue exposition, les objets apparaîtront de différentes couleurs, et cela est visible même la nuit. Il en va de même pour l'espace cosmique. Il nous semble être une toile noire uniforme, car la lumière provenant d'objets incroyablement lointains est trop faible pour que nous puissions la percevoir. Mais l'obscurité totale n'est qu'une illusion. Le ciel reste toujours bleu, comme en plein jour. C'est simplement un fait qui échappe à la perception humaine pendant la nuit.
Comme vous pouvez le voir, en analysant les bizarreries dues aux particularités des organes de la vue et du fonctionnement des appareils optiques, nous avons non seulement répondu à la question d'enfant sur la raison pour laquelle le ciel nocturne est au sombre, mais nous avons aussi abordé des aspects bien plus importants. Par exemple, les lois de l'expansion de l'univers, les subtilités de l'influence du décalage vers le rouge sur l'émission de la lumière et bien d'autres phénomènes qui ne veulent en aucun cas lever le voile épais du mystère. Les profondeurs cosmiques continuent de réserver des surprises aux terriens, et qui sait combien de découvertes inattendues il nous reste encore à faire. En y découvrant non seulement des objets ordinaires, mais aussi des objets étonnants dont on a du mal à croire à l'existence. Par exemple, à 564 années-lumière de la Terre, il existe un système stellaire dont le centre est une étoile jumelle de notre Soleil. La naine jaune dans la constellation du Dragon a un rayon légèrement supérieur à celui de notre étoile et représente 89% de sa masse. L'âge de l'objet Kepler 10, nommé ainsi d'après le télescope qui l'a découvert, est d'environ 12 milliards d'années, et maintenant cet astre âgé est en phase d'agonie. Relativement bientôt, l'étoile se transformera en géante rouge, engloutira sans remords les planètes qui gravitent à proximité, puis, après une dernière flambée, deviendra une naine blanche terne. On suppose que Kepler 10 a 3 compagnons. Des planètes désignées par les indices traditionnels B, C et D. Le premier objet est très probablement un royaume de lave bouillante, puisqu'il orbite pratiquement collé à son étoile hôte. La distance entre eux est vraiment dérisoire. 2 545 163 km. À titre de comparaison, de la première planète de notre système, la brûlante Mercure, jusqu'au Soleil, il y a 57 910 000 km. Kepler 10b est 1,5 fois plus grande que la Terre et 4,5 fois plus lourde qu'elle. L'année sur cet astre brûlant, composé principalement d'océans de fer liquide, passe plus vite que notre journée et ne dure que 20 heures. Compte tenu des informations recueillies et de l'évaluation des conditions, la vie à la surface surchauffée de la planète est peu probable. La présence d'une troisième planète près de l'astre ancien n'a pas encore été confirmée, bien que des hypothèses sur son existence soient régulièrement avancées. En revanche, la présence d'un objet portant l'indice C en orbite autour de l'étoile Kepler 10 a été prouvée de manière incontestable. Au départ, cela a été réalisé par la méthode du transit. Les scientifiques ont découvert de petites éclipses régulières de l'étoile et en ont conclu qu'une planète en orbite autour d'elle en était responsable. Ensuite, la même année 2011, l'information a été confirmée. L'analyse des données du télescope Spitzer a clairement indiqué la présence d'un corps céleste à l'emplacement indiqué. Sur la base d'une étude approfondie de cet objet mystérieux en utilisant les méthodes les plus modernes, il a été possible de déterminer que le rayon de la troisième planète, Kepler 10s, est de 29 000 km. C'est 2,3 fois plus grand que celui de la Terre. Mais ce qui s'est avéré étrange, c'est autre chose. La mégaterre, comme l'ont surnommé les scientifiques, est 17 fois plus lourde que notre petite planète. Comme le dernier paramètre déterminant a été découvert plus tard, les astronomes ont longtemps classé la deuxième planète du système Kepler 10 parmi les mini-Neptunes. Des objets qui sont un peu plus petits que les géantes gazeuses comme Jupiter et qui sont similaires en taille à Uranus. Si de telles planètes se trouvent de trop près de leurs étoiles, alors contrairement aux géantes gelées du système solaire, elles se distinguent par une atmosphère chauffée et très dense. Une année sur Kepler 10c équivaut à 45 jours terrestres. La température de surface de cet astre est insupportable pour la vie telle que nous la connaissons, environ plus 530 degrés. C'est pourquoi il est peu probable que les terriens puissent un jour visiter ce monde étrange et étranger, perdu aux confins de la constellation du Dragon. Ayant d'abord appris le diamètre de Kepler 10c sans se douter de sa masse, les astrophysiciens ont pensé qu'un autre objet similaire avait été capturé par le télescope. En conséquence, une telle supposition semble évidente. En raison des dimensions énormes de la planète, le grand noyau de l'objet est capable de retenir autour de lui une épaisse couche de gaz, augmentant ainsi sa propre taille. Mais ce n'était pas le cas.
Lorsque les scientifiques ont découvert le deuxième paramètre de l'astre, son poids incroyable, les représentants du monde scientifique sont restés stupéfaits pendant un certain temps. Des chiffres aussi impressionnants ne peuvent signifier qu'une seule chose. La planète est composée de silicates et de fer, c'est-à-dire qu'elle appartient au groupe des planètes telluriques auxquelles appartiennent dans notre système Mars, Vénus, Mercure et bien sûr la Terre. Mais pourquoi ce fait a-t-il autant étonné les astronomes ? Concentrons-nous sur la terminologie. Une planète est un corps céleste qui orbite autour d'une étoile et possède une masse suffisante pour prendre une forme sphérique, mais qui est trop petite pour déclencher des réactions thermonucléaires qui la transformeraient en véritable astre lumineux. Ainsi, dans la classification courante des planètes, la masse et la composition des objets sont cruciales. Kepler 10c ne correspond à aucune des caractéristiques existantes, contredisant complètement les lois élaborées par les astrophysiciens pendant des siècles. Avec la découverte de l'objet dans la constellation du Dragon, notre monde a été confronté à un paradoxe, l'impossibilité de classer la planète découverte. Kepler 10c ne peut pas être classé parmi les géantes gazeuses, mais les planètes semblables à la Terre n'atteignent jamais une telle taille. Le maximum dans cette catégorie de poids est d'environ 7 masses terrestres. En ce qui concerne sa composition, Kepler 10c ne correspond pas non plus à nos idées sur les planètes particulièrement grandes. Les couches atmosphériques des mini-Neptunes sont généralement composées d'ammoniac, de sulfure d'hydrogène et d'eau sous forme fortement gelée. Quant aux Jupiters chauds, ils sont constitués presque des mêmes éléments que les étoiles. Il s'agit principalement d'hydrogène et d'hélium avec diverses impuretés. Les astrophysiciens furent surpris de découvrir des éléments solides dans la composition de la planète au lieu de gaz volatiles. Ainsi, l'existence de Kepler 10c bouleverse toutes les théories connues sur l'origine des planètes. Et si l'on y réfléchit bien, cela remet en question aussi le fonctionnement même des lois universelles dans leur ensemble. Comment une énorme sphère de silicium et de fer a-t-elle pu se former aux origines du Big Bang, à une époque où il y avait une pénurie notable d'éléments lourds ? En effet, la planète découverte est très ancienne, presque aussi vieille que son étoile hôte, un objet âgé de 11 milliards d'années. Mais à cette époque, l'univers n'était composé que d'hélium et d'hydrogène, et les éléments lourds, produits par les étoiles naissantes, n'ont commencé à apparaître que bien plus tard. De plus, pourquoi cet objet massif n'a-t-il pas attiré une épaisse couche atmosphérique comme l'ont fait tous les géants gazeux du système solaire ? Cependant, pour être juste, il faut noter que la planète possède tout de même une atmosphère ténue, mais rien d'aussi impressionnant que celle de Jupiter ou de Neptune. La planète découverte suggère qu'il existe quelque part dans l'espace des mondes bien plus anciens dont nous ne soupçonnions même pas l'existence auparavant, nous limitant à des cadres imposés. Il pourrait exister de nombreux monstres de ce genre ou des planètes Godzilla, comme les scientifiques appellent la mégaterre. Mais les astrophysiciens s'intéressent à autre chose. Si nous découvrons des planètes rocheuses aussi anciennes et de taille gigantesque, cela signifie que la théorie selon laquelle leur formation était impossible dans le jeune univers, avant l'apparition des étoiles, est complètement fausse. Alors, cela remet en question aussi bien les algorithmes des changements inévitables de forme que tout ce qui nous semblait inébranlable et ne nécessitant aucune preuve. Quoi qu'il en soit, Kepler 10c reste pour l'instant la seule planète rocheuse d'un âge et d'une taille aussi impressionnant découverte par les astronomes. Nous continuons à suivre les découvertes dans ce domaine et à vous en parler. La question de l'existence de la vie extraterrestre, l'humanité se la pose depuis qu'elle est sortie de ce qu'on appelle l'enfance. Si une vie existe dans les profondeurs de l'espace, à quoi ressemble-t-elle ? Serons-nous un jour capables, ne serait-ce qu'un instant, d'apercevoir et surtout de comprendre les visiteurs extraterrestres ? Les contes hollywoodiens ont laissé leur empreinte sur la conscience de l'homme moderne. Nous imaginons aussitôt un avatar bleu ou des extraterrestres répugnants. Avant l'apparition du cinéma actuel, il existait déjà des tentatives pour prédire l'origine et l'apparence des extraterrestres. Personne ne sait vraiment comment cela se passe, mais les scientifiques tentent de percer le mystère de la vie extraterrestre avec plus ou moins de succès. La première de ces théories s'appelle le paléocontact. L'un de ses partisans était Erich von Däniken.
Son idée principale est qu'il n'est pas utile d'aller chercher le diable quand il est déjà sur son épaule. Autrement dit, soit notre existence même a été programmée par une civilisation extraterrestre, soit l'humanité a été visitée par des représentants de mondes étrangers poursuivant différents objectifs. La théorie du paléocontact affirme l'existence de la vie extraterrestre comme un fait irréfutable. Ses adeptes avancent la preuve suivante. Des gènes superflus. Il a été démontré que l'homme possède 223 gènes absents chez toute autre espèce terrestre. Ainsi, les partisans de la théorie du paléocontact estiment que les humains ont été créés par l'ingénierie génétique extraterrestre. Les peintures rupestres du Sahara, les statuettes japonaises, les géoglyphes du désert de Nazca. Tout le monde en a entendu parler, mais personne ne peut l'expliquer clairement. Pourquoi des disques volants sont-ils représentés sur les plafonds des grottes africaines alors que ces dessins ont environ 10 000 ans? Pourquoi les anciens dogus ressemblent-ils à des personnes en scaphandre? Comment sont apparues les images du désert que l'on ne peut voir que depuis les airs? Les pyramides et les pharaons mutants? D'immenses constructions, dont l'édification aurait dû prendre environ 140 ans selon les estimations, ont été érigées en seulement 2 décennies. De plus, la maçonnerie ultra dense ne laissait même pas passer une aiguille entre les pierres. Quant au reste d'Akhenaton, le père du pharaon Toutankhamon, il choque totalement car il s'agissait d'un être qui ressemblait peu à un homme. Les scientifiques pensent qu'il était atteint de 5 syndromes à la fois, ce qui a provoqué des mutations monstrueuses. Mais était-ce vraiment un homme ? En plus de la théorie du paléocontact, il existe de nombreuses spéculations et tentatives pour deviner à quoi pourraient ressembler les êtres extraterrestres et à quel point ils pourraient être intelligents. Des extraterrestres agressifs. Le problème, c'est que l'humanité a du mal à s'éloigner du modèle habituel de la vie à base de carbone. Les stéréotypes disent qu'il doit s'agir d'êtres vaguement semblables à des humains, qui nous ont largement dépassés dans leur développement. Mais certains scientifiques pensent que si c'est le cas, alors les extraterrestres devraient posséder à peu près les mêmes qualités que les humains. La cupidité, l'agressivité, la tendance à conquérir des territoires et des ressources. Cela signifie donc que nous devrions les craindre. Des insectes instruits. En se basant déjà sur les faits connus concernant l'origine de la vie, l'apparition de ces formes carbonées s'accompagne de certaines conditions. Tout d'abord, il doit y avoir de l'eau ou un autre liquide sur la planète. Deuxièmement, si les formes de vie sont plus complexes que les organismes unicellulaires, un équivalent de l'ADN est indispensable, servant de réservoir d'informations et de mécanisme de transmission. Troisièmement, une source de lumière est nécessaire, c'est-à-dire une étoile ou plusieurs. Ce n'est qu'ainsi que des réactions biochimiques peuvent avoir lieu. En ce qui concerne l'apparence, les scénaristes adorent imaginer d'énormes insectes intelligents, mais nous devons vous décevoir. Des créatures avec des exosquelettes fragiles, qui muent, ne pourraient pas grandir sous l'effet de la gravité et un cerveau développé nécessite un espace de stockage conséquent, sans commune mesure avec celui d'un insecte. Si l'on suppose que la vie sur d'autres mondes est basée sur le silicium, alors ces organismes ressembleraient aux humains autant qu'un nanomètre ressemble au Burj Khalifa, c'est-à-dire des formes de vie totalement étrangères à notre compréhension. Pourtant, cette théorie n'est pas née de nulle part. Il y a relativement peu de temps, les scientifiques ont découvert qu'il existe sur Terre des bactéries non carbonées qui n'ont pas besoin d'oxygène. Ainsi, le champ de recherche s'élargit considérablement. Grands et redoutables. Si la gravité sur une planète est trop forte, seuls des êtres très grands et puissants peuvent y survivre. Et à cause d'une concurrence féroce, ils doivent être assez agressifs. Diversité bactérienne. En ce qui concerne les mondes gelés comme Neptune, il est probable que seules des bactéries capables de survivre s'y rassemblent en réseau géant. La difficulté réside dans le fait que rien que dans notre voisinage immédiat, c'est-à-dire directement dans la galaxie de la Voie lactée et la Voie lactée, il y a environ 60 milliards de planètes où le développement de la vie sous une forme ou une autre est hypothétiquement possible. Les scientifiques ne sont même pas certains qu'il n'existe pas d'êtres relativement évolués ou de bactéries sur les planètes du système solaire, ou leurs satellites, par exemple dans l'océan d'Europe ou sur les géantes glacées. En ce moment, quelque part dans le vide mort, Voyager vole, ayant quitté la Terre en 1972. Il transporte un disque compact avec des informations brèves et simplifiées sur la Terre et l'humanité. Peut-être que quelqu'un l'écoute déjà ? Il serait très intéressant de connaître votre avis sur tout cela. On parie ? Regardez l'écran.
qu'est-ce que vous voyez? Regardez attentivement. Ce n'est pas le carré noir de Malevich ni une pierre tombale. Cette tache sombre et mystérieuse n'a également rien à voir avec un dysfonctionnement de la vidéo. Cet étrange objet est le principal symbole de la parabole philosophique et fantastique du génial Stanley Kubrick intitulée « L'Odyssée de l'espace ». À l'époque, seuls les paresseux n'en parlaient pas. Les débats sur ce chef-d'œuvre cinématographique persistent, même 50 ans après sa sortie. Il est difficile de déterminer quel aspect de cette célèbre épopée impressionne le plus. Le côté technique du film ou son message profond. Il est sans doute plus important. C'est pourquoi nous allons nous concentrer sur le décryptage du sens complexe et ambigu de l'Odyssée. La question est éclaircie dès les premières images. Le spectateur voit 3 corps célestes. La Lune, qui disparaît progressivement du champ de vision, la Terre et le disque solaire étincelant qui recouvre lentement notre planète. Le fond musical qui accompagne cette scène majestueuse n'a pas été choisi par hasard. En arrière-plan, on entend la magnifique reprise de Strauss qui porte un titre inhabituel. Le nom de cet extrait musical a été donné par analogie avec le plus grand livre de tous les temps et de tous les peuples, écrit par Friedrich Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra. Dans ce livre, entre autres, on trouve la thèse suivante: l'homme est une corde tendue entre les mammifères et l'intelligence supérieure ou, comme aimait le dire le philosophe allemand, le surhomme. En d'autres termes, le premier fragment de l'Odyssée suggère clairement que nous sommes un maillon intermédiaire de l'évolution. La Lune symbolise les instincts primitifs et la nature animale. La Terre représente l'humanité dans son état actuel, tandis que le Soleil immense et puissant suggère des êtres hautement évolués, situés à l'étape suivante de l'évolution. Le scénario de l'Odyssée de l'espace de Kubrick est basé sur une nouvelle enrichie et quelque peu remaniée de l'écrivain britannique de science-fiction Clarke. La première source racontait que les ancêtres de l'humanité, les primates, avaient un jour découvert un certain cristal d'origine extraterrestre qui fut ensuite remplacé par Kubrick par le fameux monolithe noir. Cette découverte a poussé nos ancêtres à faire un bond significatif dans leur développement. Des siècles plus tard, les humains modernes ont commis la même erreur en découvrant un mystérieux cristal sur la Lune. Après cela, ils ont créé un vaisseau extrêmement avancé sur le plan technologique pour les voyages interstellaires. Autrement dit, le leitmotiv du récit de Clarke est l'aide apportée à l'humanité de l'extérieur, sans laquelle des avancées majeures dans le développement auraient été impossibles. Ainsi, dans l'Odyssée, l'image de Dieu est présente en filigrane, mais pas telle qu'elle est représentée par les grandes religions monothéistes du monde. Ici, c'est l'univers lui-même et les objets qui l'habitent qui jouent le rôle du créateur, ainsi que des entités biologiques qui nous ont devancés de milliards d'années dans le développement. Le récit de l'anglais est assez primitif et unilatéral, ce qui n'est pas le cas du film, qui aborde beaucoup plus de questions philosophiques et est rempli d'une profonde signification. Comme mentionné précédemment, Stanley Kubrick a modifié le scénario en commençant par remplacer symboliquement le cristal lumineux par le monolithe noir. Un détail apparemment insignifiant dans le film prend une signification particulière. Le monolithe noir est une métaphore emblématique représentant la peur de la mort, la porte vers l'inconnu, la quintessence de l'infini du macrocosme. En revenant au film, il convient de se rappeler la scène où les australopithèques tentent de se disputer une flaque d'eau vitale sans laquelle ils risquent de périr. Un groupe s'agite inutilement près de cet endroit, tandis qu'un autre tombe sur le monolithe silencieux, capable d'influencer la conscience des êtres qui s'en approchent. Finalement, il vient à l'esprit du chef de la meute de prendre un outil en main et d'asséner un coup mortel à son adversaire. C'est précisément cette action qui détermine l'issue du combat. À la fin de l'épisode, le primate lance en l'air l'os qui a sauvé tout le groupe de la mort et celui-ci se transforme progressivement en un vaisseau spatial en vol. Stanley Kubrick a utilisé cet exemple visuel pour rappeler à l'humanité à quel point la différence entre ces objets est, au fond, insignifiante d'un point de vue philosophique. L'un comme l'autre sont le résultat de l'une des percées dans le développement évolutif des êtres intelligents. Le deuxième monolithe apparaît dans l'épopée cinématographique alors que les terriens vivent entourés de technologies complexes offrant un confort inédit.
Il est remarquable que la réaction des humains modernes à cette découverte ait beaucoup ressemblé à celle des primates. Eux aussi regardèrent la pierre noire avec stupeur, fascination et une peur superstitieuse. Cela a de nouveau été suivi par une percée. Les hommes ont créé une intelligence artificielle surpuissante afin de réaliser un vol vers le lointain Jupiter. C'est la deuxième partie de la métaphore que transmet au spectateur le monolithe noir. Dans le cas des australopithèques, le progrès était favorisé par la peur de la mort, mais maintenant, tout a changé. Les nouvelles découvertes de l'humanité sont poussées par la soif de connaissance, le désir de comprendre l'inconnu. En conséquence, une telle aspiration a conduit à la création d'un outil du futur qui a finalement détruit ses propres créateurs. Les bonds évolutifs et les percées intellectuelles poussent sans aucun doute le processus de développement vers l'avant. Mais à la fin du film L'Odyssée de l'espace, Kubrick met en garde les spectateurs. Entrer dans une zone de confort excessive est le signe d'une dégradation qui commence. L'évolution active n'est possible que dans des conditions de survie difficiles. À la fin, l'intelligence artificielle, malgré sa complexité et son avancée, tombe en panne, ce qui entraîne la mort de presque tout l'équipage du vaisseau. Cet épisode démontre à quel point la dépendance totale à l'équipement peut être dangereuse. Si à l'âge de pierre, les outils ont aidé les primates à survivre et à évoluer vers des êtres hautement organisés, aujourd'hui, après de nombreux siècles, c'est l'effet inverse qui se produit. L'informatisation devient un fardeau pour le progrès et peut détruire l'humanité si celle-ci ne se libère pas à temps de cette dépendance. Ainsi seulement pourra-t-on créer les conditions pour l'émergence du surhomme, prochain fruit de l'évolution. Les dernières scènes de l'Odyssée de l'espace montrent le personnage principal transporté dans un lieu étrange. Cet endroit est hors du temps et de l'espace, mais le cerveau du cosmonaute l'interprète comme une pièce au décor classique. Là-bas, les personnages commencent à vieillir rapidement et un troisième monolithe apparaît devant lui, indiquant que le moment est venu pour une nouvelle percée. Le symbole sacré contient à la fois la peur de l'inconnu et l'attirance pour celui-ci. La vérité n'apparaît qu'à la fin du film. C'est précisément grâce à l'exploration de l'espace, en tant que milieu concentrant l'inconnu et le mystérieux, que l'humanité accomplira le troisième et principal saut évolutif, rendant possible l'apparition du surhomme. C'est exactement ce qui arrive. L'astronaute revient sur Terre en tant qu'être illuminé, devenu une sorte d'enfant des étoiles, enfermé dans une enveloppe transparente. Stanley Kubrick avertit les spectateurs de façon allégorique. Si nous ne réduisons pas notre dépendance aux gadgets, ce sont eux qui bientôt prendront notre place, occupant la position dominante sur la planète. Dans plusieurs interviews, l'acteur a expliqué avoir voulu transmettre dans le film un message non-verbal à l'humanité afin de pousser le spectateur à réfléchir et à tirer ses propres conclusions. Le fait que sur les 150 minutes du film, seulement 40 soient consacrées au dialogue montre que Kubrick ne voulait ni suggérer ni imposer son opinion. Les allusions dans le film sont représentées par des symboles et une musique époustouflante, c'est pourquoi les mots y sont pratiquement inutiles. Après tout, nous n'essayons pas d'expliquer verbalement la beauté de l'encens ou le sens du sourire énigmatique de la Joconde. 2001, l'Odyssée de l'espace est un film que l'on peut analyser à l'infini en découvrant à chaque fois de nouvelles facettes et interprétations. Nous invitons les spectateurs de la chaîne Hubble à participer à la discussion et à montrer leur intérêt avec un like.